Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Catherine Ranoux, je suis professeure de langue française et stylistique à l'Université de Poitiers, en charge de la mission égalité-diversité. À ce titre, je pilote la politique pour l'égalité de genre et la lutte contre les discriminations dans notre université. Cette masterclass va me permettre de vous présenter quelques-unes des actions menées à l'université, leurs objectifs. Elle sera aussi l'occasion de réfléchir aux limites et aux difficultés que l'on peut rencontrer, de s'interroger sur le sens politique de ce que nous affrontons et de ce que nous construisons. Sur les questions d'égalité, des choses avancent, mais il reste beaucoup à faire, toujours. Les inégalités sont persistantes dans la société. Elles traversent l'université comme les autres lieux de la société. Stéréotypes de genre, planchers, collants, plafonds de verre, inégal accès des femmes aux postes à responsabilité, écart de rémunération, faible mixité de certaines formations, violences sexistes et sexuelles. Tous ces facteurs d'inégalité et de discrimination ne s'arrêtent pas au seuil de l'université. Si notre université est aujourd'hui pleinement engagée dans la cause de l'égalité entre les femmes et les hommes, et plus largement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination, chaque avancée s'accompagne d'un sentiment d'inachevé quant à ce qu'il reste à faire. Tout progrès sur cette voie révèle en même temps l'ampleur et les dégâts d'un système social et politique qui est structuré par l'inégalité plutôt que par l'égalité. En effet, nous vivons une période historique dans laquelle des événements transformateurs tels que la vague MeToo génèrent un formidable retour de bâton. Les universités doivent prendre position et diagnostiquer les problèmes pour ce qu'ils sont, des problèmes. Mais d'abord, pour agir, il faut exister. La construction d'une politique d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations ne peut commencer que par une décision politique. Faire de l'égalité une politique de fond et non pas seulement proclamer des principes. Il y a une dizaine d'années, l'Université de Poitiers s'est engagée dans la lutte contre les inégalités de genre en nommant pour la première fois un vice-président délégué à l'égalité femmes-hommes. Il y avait tout à faire. Le premier obstacle auquel on se confronte lorsque l'on essaie de faire bouger les lignes sur les questions de l'égalité est celui du déni et de l'invisibilité des problèmes. Comment faire en sorte de susciter une prise de conscience de la communauté universitaire ? Car pour tenter de régler les problèmes, il faut d'abord les identifier comme tels et à la suite susciter l'adhésion, sinon de tous et de toutes, mais au moins d'une partie de la communauté. L'objectif est que progressivement, par un effet boule de neige, certaines choses ne paraissent plus admissibles. Pour ce faire, c'est sur le plan des actions symboliques que le premier vice-président délégué à l'égalité de l'Université de Poitiers a entrepris une série d'actions symboliques. En voici deux exemples. Les femmes artistes, scientifiques, les grandes sportives sont invisibilisées à l'université comme dans la société. L'opération Matrimoine a permis de nommer des amphithéâtres ou des bâtiments de campus du nom de femmes de renom. Amphithéâtre Agnès Varda, complexe sportif universitaire Marie-Amélie Le Fur, etc. Le corps des femmes est l'objet de tabous ? On en parle à l'université. Tabou des règles. Le festival annuel Les Menstrueuses, en partenariat avec l'espace Mendès France, un centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers, propose chaque année journées d'études, expositions, ciné-débats, ateliers sur la thématique du sang menstruel, puis progressivement en élargissant les objets de réflexion, la ménopause, la transidentité, etc. Tabou de la sexualité féminine ? Le campus de Poitiers a reçu en 2017 une sculpture géante de clitoris réalisée par le sculpteur Matthew Ellis. Signe qu'il s'agit d'un sujet très sensible, la sculpture a été volée. Une deuxième sculpture lui a succédé, cette fois accompagnée de 1000 clitoris réalisés par des étudiants et étudiantes. Assurément, ces gestes n'ont qu'une portée symbolique, bien sûr limitée. Mais le symbole parle, il fait parler. Il appelle la réflexion de la communauté sur ce qui, auparavant, était passé sous silence. Quand seuls les hommes ont droit de laisser leur nom au patrimoine bien nommé, la communauté fait tomber dans l'oubli la moitié de ses membres. Quand le corps féminin est l'objet de tabous, ce sont les conséquences sociales sur la place des femmes dans la société qui sont tues. Précarité menstruelle, santé menstruelle, injonction sur le corps des femmes.
Le champ du symbolique est un levier à partir duquel a pu être déployée une politique plus systématique pour l'égalité et la lutte contre les discriminations. C'est ainsi qu'est née en 2021 la mission pour l'égalité entre les femmes et les hommes et la diversité que je pilote. Elle a pour objet d'élaborer une politique globale qui s'applique à toutes les activités et actions de notre université, de mettre en œuvre le plan d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations pour le personnel comme pour la communauté étudiante. Une des premières actions de la mission a été de constituer un réseau de référentes et de référents à l'égalité et à la diversité dans les différentes facultés, les instituts et les services de l'université pour relayer et mettre en œuvre les actions dans chaque composante, administration et site de l'université. Ce réseau représente également un forum collectif de réflexion dans lequel nous partageons nos succès et nos échecs pour redéfinir, remodeler constamment notre mission. C'est un chantier permanent dans lequel nous nous engageons avec enthousiasme, mais qui nous met aussi constamment en situation d'échec, car plus nous apprenons sur les inégalités, plus nous mesurons leur caractère systémique et ordinaire. C'est un défi quotidien qui laisse peu de temps à l'autosatisfaction. Pour une réponse satisfaisante apportée à une situation problématique, d'autres surgissent et appellent à leur tour mobilisation, invention, réactivité. Car l'une des difficultés auxquelles se confronte la mission égalité est celle de l'efficacité d'une communication qui touche son public, qui parvienne à sensibiliser la communauté sans se limiter aux seules personnes déjà conscientes de ces questions. Comment informer sans alimenter l'infobésité? Comment amener chacun et chacune à réfléchir aux situations créatrices d'inégalités sans pour autant stigmatiser ou culpabiliser? Comment inciter à participer aux actions de sensibilisation en faisant que chacun, chacune se sente suffisamment concerné? Notre communauté, principalement la communauté étudiante, 30 000 étudiants et étudiantes, se renouvelle régulièrement. Chaque année, de nouveaux étudiants, de nouvelles étudiantes doivent être sensibilisés à ces questions, informés des ressources existantes. C'est un travail de Sisyphe, à renouveler et étendre sans fin. Tout cela appelle à la modestie. Voyons le point de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un domaine fondamental, peut-être la mère de toute la bataille. C'est la lutte contre le harcèlement, le sexisme et les violences fondées sur le genre. Les universités ne sont pas à l'abri des mécanismes de domination sexiste. Le défi est réel. Elles sont à la source des violences sexuelles. Tous les universitaires de ma génération ont au moins une fois entendu dire « tout le monde savait et pourtant ». C'est une phrase que nous ne devons plus jamais entendre. Elle est insupportable car elle révèle la persistance du sentiment d'impunité qui fait le lit de toutes les violences de genre. Sur ce front, nous devons être inflexibles. L'instrument le plus important que nous ayons mis en place à cet égard est la plateforme de signalement en ligne pour l'ensemble de notre communauté universitaire, plateforme lancée en 2021. En tant que victime ou témoin, toute personne peut signaler un comportement, une agression, une discrimination par le biais d'un système sécurisé qui protège et soutient les victimes. Nous avons désormais les moyens d'apporter un soutien attentif et bienveillant à toutes les victimes, qu'il s'agisse de les orienter vers un accompagnement psychologique, d'engager une procédure disciplinaire ou de les accompagner dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce système fonctionne efficacement. Pour autant, la plateforme n'est pas encore connue de tous et de toutes. Et chaque nouvelle rentrée requiert que l'information soit à nouveau largement diffusée en toute transparence. Qui plus est, certaines personnes sont encore réticentes à l'utiliser, ce qui reflète le fait que l'université n'a pas encore gagné la confiance de tous ses membres. Les procédures les plus efficaces sont encore entravées par un sentiment d'impunité persistant. La question de la communication reste donc essentielle pour convaincre, pour rassurer, expliquer. Informer par exemple sur la procédure, sur les suites données au signalement, montrer toujours et encore que les signalements ne restent pas lettre morte, qu'on peut agir. Il faut déplacer la bataille en amont, en s'attaquant à la banalité des rapports de force.
La reproduction de la domination repose sur sa naturalisation, quand elle fait partie du paysage et ne pose pas de problème. Il faut inverser ce schéma, transformer la banalité en scandale. Grâce à nos connaissances académiques, nous devons déconstruire les mécanismes du pouvoir, les rendre visibles et permettre à ceux et celles qui en sont victimes de les dénoncer et de se sentir soutenus par nous. Un acte important a eu lieu le 29 avril 2024, la signature d'une convention entre l'université et le parquet général. Acte symbolique fort, mais aussi signal donné à la communauté d'une collaboration engagée entre justice et université dans le cas de poursuites pénales. Ce que nous visons à long terme, ce n'est évidemment pas un simple système disciplinaire, mais un véritable changement culturel, un renversement du rapport de force. Pour cela, nous avons mis en place des formations professionnelles, des campagnes de sensibilisation destinées à tous les membres de notre communauté. À nous de faire passer le message. Votre indignation est légitime, votre colère est fondée, votre camp est le nôtre. Bien sûr, ce travail inlassable suscite des critiques, mais l'hostilité que nous rencontrons parfois est un signe clair que certains se sentent menacés. Cela confirme que notre combat n'est pas seulement réglementaire, mais surtout pédagogique. Nous devons parfois convaincre les gens et nous convaincre nous-mêmes que la réalité est inacceptable. Un autre de nos projets a été consacré à l'application d'une analyse genrée des carrières à l'université. Nous le savons bien, le plafond de verre existe à l'université comme ailleurs. Les postes de direction et les statuts les plus favorables sont largement captés par les hommes. Depuis 2020, et pour la première fois depuis sa création en 1431, l'université de Poitiers est présidée par une femme. C'était aussi la première fois qu'une femme se portait candidate à cette fonction dans notre université. Sur les 14 facultés, écoles ou instituts de l'université de Poitiers, seuls 2 sont dirigés par une femme. Nous avons donc abordé le processus de recrutement du personnel de notre université en sensibilisant les comités de sélection à l'analyse des biais liés aux stéréotypes de genre. En matière d'évolution de carrière, nous avons élaboré une charte de non-discrimination et intégré une dimension de genre pour aider à concilier l'activité professionnelle avec la vie personnelle et familiale. Quand on sait que les retraites des femmes sont aujourd'hui inférieures de 48% à celles des hommes en France, on mesure à quel point les carrières cristallisent la somme d'une multitude d'inégalités de genre qui placent mécaniquement les femmes dans une position de dépendance à l'égard des hommes. À l'université de Poitiers, comme dans les autres universités françaises, si l'on trouve une proportion à peu près égale entre hommes et femmes parmi les maîtres de conférences, les femmes ne représentent plus qu'un quart des professeurs d'université, quand les hommes en représentent des 3 quarts. De même, parmi les personnels administratifs et techniques, qu'on appelle les BIATS, les femmes sont surreprésentées parmi les postes les moins qualifiés et leur présence diminue au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie, alors qu'elles sont majoritaires parmi les BIATS. Je voudrais conclure par une réflexion sur le rôle social et politique de l'université aujourd'hui. La politique d'égalité de genre et de diversité que nous construisons doit être comprise comme un projet en perpétuelle réinvention. Si la question du genre reste paradigmatique de toutes les discriminations, notre mission est évidemment liée à d'autres formes de domination comme le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie ou la haine des populations LGBTQIA+. L'égalité est un horizon d'inclusion et d'appartenance qui confère à l'université un rôle particulier, celui d'anticiper et d'orienter toutes les formes de progrès des droits humains. À l'université, par exemple, nous avons considéré que la possibilité pour les personnes trans de changer de prénom et de genre ne pouvait être guidée que par le principe d'autodétermination du genre, alors que le droit français continue de conditionner et d'entraver l'accès des personnes trans à leurs droits. Si nous faisons le choix de l'égalité, il n'y a pas d'autre politique possible que de reconnaître la souveraineté des individus sur leur identité. En définitive, notre travail reste un projet
et nous sommes condamnés à une perpétuelle introspection sur le sens des politiques que nous construisons. En tout état de cause, le projet d'égalité est plus que jamais nécessaire à l'heure où tous les conservatismes et parfois même les gouvernements s'acharnent à dénigrer les universités et les savoirs qu'elles produisent. Les études de genre, la sociologie de la race et du racisme, l'analyse des discriminations multiples, les études postcoloniales, entre autres, sont aujourd'hui en procès. Tous ces champs de connaissances, parce qu'ils révèlent des mécanismes de pouvoir souvent invisibles, sont aussi des instruments d'émancipation. Il n'est donc pas étonnant qu'ils soient aujourd'hui attaqués de toutes parts. En définitive, les défendre et les promouvoir, ce n'est pas seulement défendre l'université, c'est défendre la société dans son ensemble. Il est temps de se mobiliser, de s'affirmer, ou plus simplement, d'être utile. In 2021, the French Minister of Higher Education and Research presented measures from the Research Programming Law designed to strengthen relations between science and society. As a result, the Science with and for Society label was created. According to the Minister, its aim is to renew the pact between researchers and citizens by inspiring greater familiarity, trust, and reciprocity into their relations. The relationship between science and society must now be recognized as a fully fledged dimension of scientific activity. However, how can we share and experience scientific culture together without addressing the question of gender inequalities in this common good? The project Sciences en Mouvement d'Elle was created by Espace Mendes France and the University of Poitiers as a part of the label to raise awareness of this matter. So let me do a brief history of the project. When a report by the French Ministry of Higher Education and Research revealed that many girls with scientific high school diploma were studying science less than boys, Espace Mendes France launched the Women and Science Initiative. From then on, this initiative consisted of presenting different scientific professions in the form of conferences. After that, the first school presentation took place as part of the Youth and Science project, and finally, years later, the project was called Sciences en Mouvement d'Elle. The lack of women in scientific and technical streams is a subject of number of research and field initiatives. Between young girls' disaffection for science and gendered representation of the technical and scientific professions, there are many reasons for this inequality. Sciences en Mouvement d'Elle aims to promote women's career path and combat the stereotypes and inequalities that affect science and entrepreneurship. This initiative opens up and builds a dialogue between middle and high school students and the speakers. Mathematicians, physicists, neuroscientists, as well as engineers, entrepreneurs, and artists. The profiles of the speakers in Sciences en Mouvement d'Elle's operations are as varied as there are possible futures for each student they meet. So, Sciences en Mouvement d'Elle events are as different as the teacher who organized them. These events usually take place in general, technology, and sometimes agriculture streams. In all cases, it is an exchange and discussion in small group formats, where the speakers present their training path, what their research work consists of, and their place as a woman in the environment in which they evolve. They may also talk about their personal experiences and how these have impacted their studies and work. Giving the pupils opportunity to ask the speakers whatever question they want is an opportunity to deconstruct gender stereotypes and allow girls to consider a scientific career. And in addition to these discussions, Espace Mendes France has also put together an educational kit containing books, games, and other teaching aids to convey Sciences en Mouvement d'Elle key message in a fun and educational way. In order to fully support schools and explore the theme of gender inequality and the issues it raises, 7 exhibitions are available for touring. But middle and high school students are not the only ones to benefit from Sciences en Mouvement d'Elle, as the Espace Mendes France teams has developed in 2022 a series of audio and video podcasts. This project, supported by la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité, as a part of a European Regional Development Fund program, highlights the work carried out by the Sciences en Mouvement d'Elle team in the field.
The podcast features hackathons from students, facilitators and coordinators, as well as the word of experts in 16 episodes. And finally, I'd like to share with you my experience of Sciences en Mouvement d'Elle. I had the chance to speak at a number of schools on a number of occasions and in a variety of formats. Each intervention was indeed unique, and I was able to meet and talk with people who are committed to giving the future generations the opportunity and the keys to fulfill themselves, both teachers and fellow scientists. Sciences en Mouvement d'Elle is important because exchanging with people gives us the chance to break the myth of the mad scientist working alone, and shows that science can and needs to be shared. Exchanging with them also means answering very practical questions about student life or the day-to-day life of a researcher, and perhaps giving them a better understanding of the research and science professions, which I think is a good way to make science easy to reach. Another point that seems essential to me is to act as a representative, to give young girls an example that will lift the barriers of unconscious. By giving visibility to our contemporaries, we are repairing the past and clearing the way so that the future scientists don't have to suffer because of their gender. That's why I'm taking part in Sciences en Mouvement d'Elle, out of sisterhood and optimism for the future of science. Thank you for your attention.